Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur la refonte du back-end de Mythic en microservices. Donc je vais vous raconter comment est-ce qu'on a fait ce choix d'architecture, comment est-ce qu'on s'y est pris et qu'est-ce que ça a changé pour nous. Alors qui je suis? Donc Étienne Broutin, architecte applicatif. J'ai rejoint Mythic en 2014 quand il était dans une phase de transition technologique, de modernisation, et il passait à l'agile. J'étais très intéressé par la quantité de trafic qu'il y a là-bas, donc c'est vraiment un trafic pour lequel on n'a pas le droit de faire des erreurs de conception. Une très grande richesse fonctionnelle, et Mythic c'est aussi un pionnier du web. Ils ont eu affaire à pas mal de problématiques, dû les résoudre, donc ça c'était très intéressant. Mythic, donc ça a commencé en 2001. C'est le leader de la rencontre en ligne en Europe, présent dans 15 pays. On a des millions d'utilisateurs actifs et on est 150 personnes dans l'équipe technique. Donc j'étais venu en 2015 avec Joris Calabrese pour parler de la refonte technique qu'on commençait. On s'était dit à ce moment-là, ce serait pas mal de revenir quand tout sera terminé pour raconter comment ça s'est vraiment passé, ce qu'on a gagné, comment ça s'est déroulé. Et donc je suis là aujourd'hui. En 2013, le SI de Mythic était construit autour d'une base de données centrale. Toutes les applications étaient dans le même dépôt de code et s'incluaient les unes les autres. Et on était arrivé à une situation où le code était devenu immaintenable. Déjà parce qu'il y avait beaucoup de doublons dans la logique métier, dans l'implémentation. Chaque page, sur chaque application, allait réimplémenter sa logique métier. Le code était intestable de manière automatique, parce qu'on a beaucoup de codes qui dépendent de variables globales, de variables d'environnement. Intestable de manière manuelle parce qu'on a beaucoup de chemins à connaître, c'est très complexe. Et donc pour tout développement, on avait besoin de faire valider la conception par des développeurs qui étaient là depuis au moins 5 ans, donc c'était quelque chose qui n'était vraiment pas scalable. On était également incapable de surveiller correctement la plateforme. On avait une politique où s'il y a une opération échouée, si l'accès à la base échouait, on allait continuer le traitement tel quel pour rendre la page. Et donc au final, la surveillance de la plateforme se faisait en comptant le débit d'écriture sur les logs. Donc on a eu un projet de transformation, on allait passer d'un code monolithique vers une architecture SOA. On allait détacher entièrement les applications front-end, donc faire des web apps sur Angular, faire des applications natives qui accèdent à une API publique unique, une couche d'exposition, qui allait se charger de gérer la session, la sécurité, la mise en contexte de l'utilisateur, qui allait s'appuyer sur une couche de web services privés, qui eux allaient implémenter toutes les fonctionnalités, la logique métier et l'accès à la base. Pour vous donner un exemple, par exemple, sur la couche de web services privés, l'utilisateur A écrit à l'utilisateur B et on envoie des données de tracking. Sur la couche d'exposition, je suis un front-end, je vais ouvrir ma session, et je vais dire « je veux envoyer un message à telle personne », ce qui nous permet de traiter pas mal de cas de sécurité. La partie complexe, donc toutes les fonctionnalités vont être développées dans la couche de web service privé. Et c'est de celle-là dont je vais parler aujourd'hui. On a commencé à développer dessus, 5 personnes, nouveau projet Symfony, on a développé certaines fonctionnalités, tout va bien, le code est très propre, vraiment maintenable. Et puis on a commencé à voir des difficultés apparaître. Déjà, comme on a pas mal de cas métiers à utiliser, à développer, pour la même fonctionnalité, pour la même donnée, je vais avoir du code un peu partout dans mon application, qui devient un peu plus difficile à gérer, et je vais dupliquer ma logique métier. On a de plus en plus de conflits de merge qui apparaissent. C'est-à-dire entre le moment où vous créez votre merge request et le moment où elle va passer en production, il y a d'autres projets qui vont passer entre-temps, et vous allez devoir corriger votre code 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est vraiment une perte de temps. On avait des retours, des tests automatisés de plus en plus longs. On est allé jusqu'à 40 minutes. Ça veut dire que vous devez attendre tout ce temps-là avant peut-être de corriger vos tests ou de mettre en production. Et puis, on s'est rendu compte qu'en voulant mettre à jour des composants, en voulant refactorer certaines choses, on était sur des chiffrages de projets qui devenaient vraiment significatifs. Et pour éviter justement les conflits, il fallait figer tous les autres projets pour pouvoir réaliser ça. Là, on a fait le point et on s'est dit, oui, mais aujourd'hui, là, on a développé que 15% des fonctionnalités de Mythic. Aujourd'hui, il n'y a que 10 personnes qui travaillent dessus. Et nous, on souhaite aller jusqu'à 40. Cette stratégie-là ne va pas marcher, on va reconstruire un nouveau monolithe, on va retrouver les mêmes difficultés qu'avant. Donc on s'est posé naturellement la question des microservices. Microservices, on voyait des avantages et des inconvénients. Alors comme un avantage,
les applications allaient être beaucoup plus simples, beaucoup plus petites. On allait bien les maîtriser, donc la phase de conception d'une nouvelle fonctionnalité sera beaucoup plus courte. En cas d'erreur, en cas de changement majeur, du moment que l'interface de mon web service reste compatible, je ne risque pas de casser d'autres microservices. Je vais pouvoir avoir des retours beaucoup plus rapidement de mon usine de test. Je vais pouvoir déployer plus rapidement. Et aussi, je vais avoir une vraie appropriation qui va se faire par les développeurs qui vont très bien connaître du coup l'application en entier et qui vont plus facilement proposer des mises à jour, des améliorations. En inconvénient, on se dit, ben oui, mais au lieu de passer un objet PHP d'un service à un autre, je vais devoir passer mon temps à le sérialiser, à le désérialiser, à contrôler qu'il est valide au passage. Tout ça, ça prend beaucoup de temps à développer, mais aussi à l'exécution. On va perdre vraiment en temps de réponse en faisant tout ça. Tout ça, ça va consommer beaucoup plus de CPU sur la prod, beaucoup plus d'utilisation réseau. Aussi, on a mis beaucoup de temps pour mettre en place la chaîne de déploiement et de test sur les applications précédentes. Ici, si à chaque fois qu'on fait un nouveau microservice, on doit reconfigurer tout ça, ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Et puis, on n'est pas sûr de gagner en compréhension. Si vous avez une fonctionnalité qui a besoin de 6 microservices pour tourner, avec des logs qui sont répartis un peu partout, des codes d'erreur partout, c'est pas forcément plus simple. Donc, comme on ne savait pas, on a fait un POC, on a essayé sur une fonctionnalité, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on a pris la décision qu'à partir de maintenant, toutes les nouvelles fonctionnalités seraient développées en microservices et qu'on allait redécouper ce qu'on avait déjà implémenté. Donc on aurait ça comme nouvelle stack. Donc toujours les applications natives, la couche d'exposition, qui s'appuie cette fois-ci sur une série de microservices, donc qui sont des web services privés, qui sont accessibles uniquement en réseau local. Pour le back-office, ils vont avoir des cas d'utilisation qui sont bien différents. Ils vont pouvoir faire des actions que les utilisateurs ne peuvent pas faire directement, accéder à certaines données, etc. Eux vont s'adresser directement aux microservices. Aussi, pour pouvoir faire des traitements en asynchrone, pour pouvoir faire des actions entre différents microservices, on va utiliser un bus d'événements en Kafka et des consommateurs développés en Scala, qui vont aussi appeler les microservices. Enfin, parce qu'on n'a pas envie de faire toute notre migration en une fois, de devoir basculer en une seule journée en prenant des risques énormes, on va tout d'abord développer la couche d'exposition, qui va dans un premier temps s'appuyer sur les anciens web services qu'on avait. À chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité sera disponible sur les microservices, on va la basculer dessus, en gardant le même contrat d'interface. Ça nous permet du coup de faire la refonte de nos applications front et nos applications back en parallèle, et pas l'une après l'autre. Donc 2 ans plus tard, on a suivi cette stratégie, et puis me voilà pour en parler. Donc je vais parler de comment est-ce qu'on a conçu nos microservices, comment est-ce qu'on a géré les dépendances entre les différents microservices, qu'est-ce que ça a changé pour l'organisation de l'équipe et quels sont les impacts sur la production. Alors c'est pour moi nécessaire de préciser comment est-ce qu'on a abordé les microservices. Chaque entreprise va aborder la problématique différemment. Pour nous, la difficulté chez Mythic, c'est l'énorme quantité de fonctionnalités et la grande quantité de règles métiers qui sont dedans. Ce qu'on va souhaiter faire, c'est diviser cette complexité dans différentes applications, dans différents microservices. Donc on fait un découpage fonctionnel. On ne fait pas un découpage technique. Ce n'est pas un microservice qui permet de se connecter à la base de données ou un microservice qui permet de gérer le cache. On est vraiment sur des fonctionnalités complètes sur un microservice. On les construit autour d'un certain concept, une idée assez simple, et on déroule les diverses fonctions qu'il y a autour. Par exemple, on a un microservice pour gérer les photos. Les utilisateurs Mythic peuvent uploader des photos, les gérer dans des albums, les passer d'un album à un autre. Il y a la modération, on peut choisir la photo principale. Sur Mythic, certaines fonctionnalités sont payantes, d'autres sont gratuites, ça va dépendre des pays, des utilisateurs. Donc on a sorti toute cette logique métier de règles dans un microservice qui va gérer les droits d'accès aux fonctions. Ce microservice est très simple, on lui dit tel utilisateur veut exécuter telle action, est-ce qu'il a droit ou pas? Il nous répond oui ou non. Microservice, c'est grand comment? Pour nous, on s'est fixé une règle, ça doit être compréhensible en maximum 1 jour, 2 jours pour un développeur. C'est-à-dire qu'en 2 jours, il doit être capable de lire la totalité du code, voir les différentes bases, les données qu'il y a en base, savoir qui l'utilise, connaître les différentes règles métiers. Au bout de 2 jours, il maîtrise parfaitement le sujet et il peut faire sereinement des modifications sur le microservice.
Qu'est-ce que ça donne en pratique? Ça fait que toutes les fonctionnalités de Mythic sont aujourd'hui implémentées sur 25 microservices. Ça nous donne une moyenne de 9 routes par microservice, 7000 lignes de code non commenté et 4 tables en moyenne en base de données. On n'a pas vu pour les tests, on n'a pas vu de grands changements sur les tests unitaires. Sur les tests fonctionnels, ils sont quand même plus simples à implémenter parce que les fonctionnalités, ce que fait un appel web service est beaucoup plus petit. Donc moins de use case, moins de code. On a aussi réussi à réduire du coup notre temps de build à 3 minutes. On obtient des feedbacks très rapidement. Qu'est-ce que contiennent nos microservices? À la fois des ressources qu'on va exposer en REST, donc avec des fonctions de création, mise à jour, lecture, suppression. Au début, on a essayé de tout faire coller sur cette logique REST. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de cas métiers qui ne correspondent pas trop au REST. Par exemple, se connecter, s'authentifier, incrémenter un compteur, ça marche assez mal. Pour tout ça, on poste des actions, on réalise des actions et on sort du modèle REST. On a fait un choix aussi très difficile pour nos microservices. On a choisi d'isoler la donnée. C'est-à-dire que conceptuellement, la donnée, elle est privée pour le microservice. Un autre microservice n'a pas le droit d'accéder directement à cette donnée en base. Si elle a besoin de cette donnée, si elle a besoin d'interagir avec ce domaine métier, elle va devoir passer par l'interface HTTP. C'est assez contraignant sur le design, c'est assez important. Mais ça nous apporte vraiment beaucoup de choses. Ça nous permet de pouvoir mettre à l'échelle nos différentes bases de données indépendamment les unes des autres. Ça nous donne beaucoup de visibilité. On peut savoir quel microservice consomme autant de ressources en base de données. Si on prend aussi une requête qui consomme beaucoup, on sait tout de suite dans quel microservice elle se trouve. Comme toutes les écritures sur la base de données se font via les microservices, ça nous permet d'assurer des règles de cohérence de données qui sont très fortes. Ça nous permet aussi de mettre en place une stratégie de cache très efficace et d'invalider notre cache à chaque fois qu'il y a une écriture. Enfin, si on veut changer notre structure de données, si on veut changer de technologie de base de données, c'est beaucoup plus simple à mener comme projet puisque tout le code est à un seul endroit qui est assez restreint. Alors on a essayé d'appliquer ce pattern partout, séparer les données. On avait par exemple un besoin métier, c'était d'envoyer un email à nos utilisateurs pour leur faire découvrir une nouvelle fonctionnalité. Donc on devait cibler ceux qui ne l'avaient pas encore utilisé, qui s'étaient créé un compte il y a quelques jours, qui avaient ajouté une photo, mais pas reçu encore trop d'interactions. Donc on a essayé de faire des cron jobs dans un microservice qui allait appeler un autre microservice pour aller filtrer des comptes dans la liste, qui allait appeler encore un autre pour les filtrer. C'était très long à développer. Ça s'est mal passé, ça tournait assez mal en production, alors qu'avant on faisait ça en une seule requête SQL. Donc la moralité pour nous, ça a été les microservices, c'est très bien pour pouvoir répondre à une requête utilisateur en temps réel, qui vient par la couche d'exposition. C'est très bien pour réagir sur des événements qui arrivent depuis un bus d'événements. Par contre, ça marche très mal pour tout ce qui est ciblage CRM, traitement batch, BI. Donc pour tous ces use cases-là, on les a déplacés ailleurs. On construit une base de données dénormalisée et on place ces applications dessus. On les sort du périmètre des microservices. Je ne vais pas en parler, ce n'est pas dans le périmètre de cette conférence. Bon, pour tout le reste, on doit gérer des dépendances entre les microservices, des dépendances fonctionnelles. Comment est-ce qu'on s'y est pris? Alors, je vais prendre un exemple métier, c'est un cas qu'on a eu quand on a commencé justement le travail sur les microservices. Pour envoyer un message sur Mythic, c'est très simple. Il suffit que le compte en face soit actif, soit du genre que vous recherchez, que vous ayez un abonnement, ou que la personne en face ait pris une option premium. Ou alors, si vous êtes une femme sur les pays latins, le premier message est gratuit, dans une conversation avec une personne. Bon, il faut aussi vérifier que vous n'ayez pas mis la personne en indésirable et qu'elle ne vous a pas mis en indésirable. Il faut aussi vérifier qu'elle n'a pas activé l'option pour aller filtrer les contacts qui ne l'intéressent pas. Donc on a essayé de mettre ça sur le papier, on a vu notre découpage microservice et on s'est dit mais ça ne tournera jamais, mais c'est incompréhensible, ça va mettre beaucoup de temps. Et pourtant on a réussi à adresser toutes les problématiques. Aujourd'hui on tourne en microservice, ça fonctionne bien avec des bons temps de réponse. Aujourd'hui 2/3 de nos microservices ne dépendent pas d'un autre microservice. Je n'ai pas de dépendance directe, ils sont indépendants. On n'y est pas réussi du premier coup. Quand on a découpé ce qu'on a déjà développé, quand on a développé de nouvelles fonctionnalités, on n'y est pas arrivé tout de suite, on a encore quelques dépendances, et puis au fur et à mesure du temps, on trouve des idées, on refactor, on tourne autour, et on réussit comme ça à découper la complexité, les interdépendances, et avoir vraiment des microservices réutilisables et indépendants.
On s'est rendu compte qu'une grande clé vraiment pour parvenir à ça, c'est réussir à définir le périmètre fonctionnel d'un microservice. Ne cherchez pas à tout mettre, toutes les règles métiers dans un microservice. Par exemple, dans notre microservice qui gère les messages, on ne gère que des numéros de compte comme identifiant. On ne gère pas les informations du compte. On ne gère pas non plus les règles de tu as le droit ou pas le droit de faire l'action. Dans le microservice de connexion, on fait que valider qu'un email et un mot de passe sont rattachés à tel compte. On ne va pas vérifier que le compte est actif, qu'on a le droit de se connecter sur ce site-là, et ainsi de suite. Dans certains cas, ça peut être aussi très intéressant de regrouper certains domaines fonctionnels. Par exemple, sur le design initial, on pensait faire un microservice pour gérer les photos, un microservice pour gérer les annonces, et un troisième microservice pour gérer la modération. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de beaucoup de cohérence entre la photo que l'utilisateur allait ajouter et la modération, entre l'annonce et la modération. Par contre, entre la modération d'une annonce et la modération d'une photo, il n'y a pas grand-chose de commun. Là, on a construit plutôt 2 microservices en incluant directement la modération dans le microservice. Comme ça, on a quelque chose de plus cohérent et on maîtrise mieux le process. Une autre chose qui nous a beaucoup aidé, c'est la mise en place du bus d'événements. Quand vous avez un traitement à faire en aval d'une action sur Symfony, vous allez publier un événement, implémenter des listeners et là, traiter l'action. Si ces conséquences sont à faire sur un autre microservice, vous avez publié un événement sur un bus d'événements, et puis les consommateurs associés à chaque microservice vont aller prendre ce message et réaliser l'action. Par exemple, lorsque vous créez votre compte, on va publier le message et le consommateur va demander l'envoi d'un mail de bienvenue. On va également mettre à jour, mettre en place vos paramètres de notification par défaut. Pour tous les autres cas, donc, on a quand même besoin d'un appel entre les microservices. On a un peu standardisé notre façon de faire. On a trouvé qu'il y avait à peu près 3 méthodes pour traiter les cas. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Je vais vous expliquer dans quel cas on utilise chacune. Premier cas de figure, par exemple, sur Mythic, on avait voulu encourager les gens à uploader une photo. Pour ça, si vous voulez regarder les photos des autres utilisateurs, ils devaient en uploader une eux-mêmes. Donc, le client fait un appel à la couche d'exposition pour lire les photos d'une personne. La couche d'exposition allait appeler le microservice qui allait gérer les droits pour savoir si lui, il avait le droit de voir des photos ou pas. Le microservice des droits avait besoin de l'information de si l'utilisateur courant avait déjà uploadé une photo ou pas. Donc il allait faire un appel microservice directement pour récupérer l'info. De là, il a ça, il peut pouvoir répondre si oui ou non, on a le droit de le faire. Donc ce pattern-là est vraiment bien parce que ça me permet de cacher la complexité métier à ma couche d'exposition, à mes clients. Toutes les règles métiers de voir ou pas voir une photo sont cachées et je peux les modifier très facilement. L'inconvénient, c'est que c'est un coût en performance. J'ai un appel microservice à faire. Ma réponse sera d'autant plus longue à arriver. Et mon microservice, du coup, il a un couplage avec un autre et donc il sera plus difficilement réutilisable. Autre solution, je peux aller pousser la donnée par le client. Par exemple, dans certains cas sur Mythic, l'envoi du premier message est gratuit. Donc, l'utilisateur appelle la couche d'exposition pour envoyer un message. La couche d'exposition va chercher à savoir si c'est le premier message ou pas entre les deux personnes. Il va obtenir la réponse et il va demander au microservice qui gère les droits de savoir s'il a le droit de commencer une nouvelle conversation. C'est-à-dire que l'information du statut de la conversation est poussée par le client elle-même. Donc ça, c'est bien parce qu'on avait besoin de toute façon de l'information sur la couche d'exposition pour faire d'autres traitements. Le faire pousser l'information par le client, ça nous permet d'éviter d'aller faire l'appel 2 fois. Par contre, avoir un design comme ça, ça veut dire que tous les clients doivent pousser toutes ces informations-là à chaque fois. C'est plus dur à utiliser et ce sera plus dur à faire évoluer la logique métier. Troisième solution, si vous avez des problèmes vraiment de performance, ça va être de recopier la donnée. Sur Mythic, par exemple, quand on consulte la liste de mails reçus, on va aller exclure les personnes qui sont en indésirable. Donc, à l'instant où vous mettez quelqu'un en indésirable, on va publier un message sur le bus d'événements. Et de là, cette information va être transmise au microservice qui gère le message, qui va aller flaguer les messages en base comme étant masqués, provenant de cette personne. Ainsi, quand la personne va vouloir afficher ses messages, on va requêter les messages qui sont visibles et pas les autres. Donc ça, c'est très bien pour pouvoir traiter la performance, qu'on doit traiter de la pagination, des grands volumes de données. Ça permet aussi d'avoir un design qui est vraiment réutilisable. Là, on a créé la notion de visible, pas visible sur les messages.
Si on veut que dans d'autres cas de figure, par exemple si le compte est désactivé, si on a voulu le filtrer, on souhaite masquer ces messages, on peut passer par le même chemin et répliquer aussi la donnée, sans impacter la performance. L'inconvénient de cette technique-là, c'est que c'est long à implémenter. Il faut publier un message, mettre en place un consommateur, rattraper les données passées. Quelques astuces encore pour pouvoir garder un bon niveau de performance. Mettre en place des appels batch sur vos microservices. D'un point de vue REST, c'est pas très correct. Supposez que vous ayez 3 photos à récupérer sur une route web service. Normalement, vous faites 3 appels séparés. Pour améliorer la performance, on tolère le fait de mettre plusieurs identifiants dans la route. Comme ça, cet appel, on en fera un seul appel pour récupérer les 3 photos d'un coup. Autre solution, si un microservice a besoin d'informations provenant de 2 autres routes, on peut faire ces 2 appels-là en parallèle, en utilisant les promesses sur Guzzle. Et ça, c'est vraiment une force des microservices. Autant le PHP, c'est un langage qui n'est pas trop fait pour pouvoir gérer des traitements multithreadés, la parallélisation, mais avec les microservices, en découpant votre traitement en petites opérations, vous pouvez plus facilement paralyser le travail. Maintenant, on va voir ce que ça a changé, le fait de passer sur des microservices pour l'organisation de l'équipe, le travail au quotidien. Alors pour vous donner un peu de contexte, chez Mythic, on est plusieurs équipes agiles, indépendantes, pour le développement back-end. On fait du déploiement continu, on est à 15 mises en production par jour. Au début, on voulait essayer de se synchroniser les développeurs back-end sur qu'est-ce qui allait passer, est-ce qu'on allait avoir une dépendance les uns les autres. Mais essayez de faire les calculs. Si on fait ça toutes les semaines, 40 personnes dans une salle, 15 projets par jour sur une semaine, c'est ingérable. C'est impossible de suivre, on ne pourra jamais gérer les impacts, c'est trop fatigant. Donc nous, on a besoin d'un mode de fonctionnement, on n'a pas besoin de synchronisation forte entre les équipes, chacun peut évoluer indépendamment les unes des autres. Alors ça, c'est un sujet qui choque beaucoup les développeurs qui rentrent chez Mythic. Pour nos microservices, on ne gère pas de versionning. On se permet de faire ça parce que nos microservices sont utilisés uniquement en interne. On a la main sur les clients, on peut les adapter, on les contrôle. Ça nous permet d'avoir beaucoup moins de maintenance à faire, d'avoir beaucoup moins de versions de notre code, beaucoup moins de cas de figure à traiter. Pour parvenir à ça, on a une règle en interne qui est que chaque changement d'un microservice doit être rétrocompatible d'un point de vue de l'interface. Ça veut dire qu'on a le droit d'ajouter des paramètres optionnels en requête, on a le droit d'ajouter des informations dans la réponse, mais on n'a pas le droit d'en supprimer, on n'a pas le droit non plus de modifier le type d'une valeur dans la réponse. Alors au début, quand on avait 2-3 microservices, chaque développeur devait les mettre à jour à la main, en faisant un pull, en rafraîchissant le cache. C'est devenu très vite pénible. On a passé tous nos microservices dans des images Docker. On utilise Docker Compose comme environnement de dev, et on a des scripts pour mettre à jour tous les microservices pour pouvoir travailler. J'ai eu beaucoup de retours aussi quand on est passé sur les microservices, développeurs qui disaient « Ah, c'est super, je vais pouvoir utiliser le framework que je veux, développer dans le langage de programmation que je veux, utiliser la base de données que je veux. » Alors oui et non. Avoir des microservices, ça peut être bien pour faire une transition technologique, pour pouvoir tester d'autres technologies. Par contre, on cherche quand même à ce que les développeurs puissent comprendre ce qui est fait par les autres développeurs. On cherche à avoir une certaine standardisation, à être capable de passer d'un microservice à l'autre. Donc nos microservices ont tous des caractéristiques communes. Ils sont tous en REST, on travaille en JSON, on a des conventions de nommage qui sont communes, la gestion de la sécurité est commune, les recettes de build, les recettes de déploiement doivent être identiques. Premier microservice, on est parti d'une application Symfony vide, on a ajouté les composants qu'il nous fallait, et puis on a commencé à travailler. Deuxième microservice, on a fait pareil, une nouvelle application, on a ajouté les composants, on a continué. Troisième, là on en a eu marre, on a créé un template avec tous les composants qu'il nous fallait, c'est ce qui nous sert de base, c'est le châssis pour nos microservices, et on part à chaque fois de ça. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? La gestion de la sécurité, la manière de loguer, qui doit être commune ensuite pour le monitoring, les composants pour uniformiser l'interface HTTP du microservice, donc le traitement des erreurs, le formatage, et puis quelques composants pour pouvoir se connecter à la base de données et à nos systèmes de cache. On a vu qu'il y avait un progrès en passant sur le microservice sur la communication dans l'entreprise. Déjà parce que ça met en place un vocabulaire commun, on expose des ressources, certains microservices, toutes les notions de métier ont un terme, du coup ils sont partagés. Ça simplifie aussi la gestion de projet, parce que quand vous avez un grand projet, ça découpe ce projet-là en différentes tâches,
sur différents microservices et c'est assez facile du coup de savoir où est-ce qu'on en est. On a déployé le développement sur ce microservice, celui-là c'est encore en cours, ainsi de suite. On maintient une documentation globale donc pour tous les microservices, un inventaire où dedans on peut voir la liste des microservices, qu'est-ce qu'ils contiennent et quelles sont les tables sur lesquelles ils sont propriétaires. On a aussi une documentation RAML qui est générée pour pouvoir échanger la documentation entre les développeurs. Aussi, on va générer un graphe d'appel depuis Elasticsearch. Donc on va indexer les logs d'accès et on va savoir qui appelle quoi, qui appelle quelle route. Donc si je prends une route particulière, je pourrais savoir qu'elle est utilisée à 85% par la couche d'exposition, à 11% par un autre microservice et à 4% par un back-office, par exemple. Ça peut être très utile en phase de design pour pouvoir comprendre comment marche la fonctionnalité, qui l'utilise. Ça sert aussi pour faire des tests de non-régression, pour savoir où est-ce qu'on doit accentuer nos tests. On a vu aussi que c'est développé avec les microservices beaucoup plus d'appropriation de l'applicatif. Les changements sont beaucoup plus petits, sont vraiment à portée de main et peuvent être faits spontanément. Donc on voit beaucoup plus d'initiatives de refactoring qui sont faits, de mise à jour. Par exemple, les mises à jour Symfony, c'est pas un sujet. On va pas figer des développements, c'est fait au fur et à mesure des fonctionnalités. Ils se mettent à jour comme ça, on continue. On se développe aussi une fierté de son microservice. On a envie qu'il soit le plus performant et d'avoir un très bon taux de réponse. Donc là, on s'approprie le microservice, on a envie que ça marche bien. On va voir maintenant ce que ça a changé sur la production. Alors autant pour le développement, on voyait bien ce qu'on allait gagner. Ce serait plus simple. Mais pour la production, on s'est dit qu'on allait peut-être avoir des problèmes. On allait utiliser beaucoup plus ce réseau pour fonctionner. On allait avoir besoin de beaucoup plus de serveurs parce qu'il y a de l'overhead. Et puis on va mettre beaucoup de temps pour configurer des tonnes d'applications avec plein de recettes différentes. Ça allait être dur à gérer. Alors quelques chiffres pour donner du contexte. Aujourd'hui, on a 1 milliard d'appels microservices par jour. En moyenne, ça répond en 25 millisecondes. Pour faire tourner tout ça, on a une centaine de serveurs. Qui appelle les microservices? À 50% du temps, c'est la couche d'exposition, c'est les utilisateurs directement. 25% du temps, c'est d'autres microservices. 25% du temps, c'est une réaction à un certain événement qui s'est produit. On n'a pas rencontré de problématique réseau parce qu'on a déployé tous les microservices sur chaque serveur. C'est-à-dire que quand il y a un appel entre deux microservices, il se fait en local. On sait que l'état de l'art, c'est plutôt déployé sur des machines différentes. Pour l'instant, on n'a pas rencontré de problématique là-dessus. On va quand même faire des essais. Une des inquiétudes qu'on avait avec les microservices, c'était l'overhead de Symfony. Symfony, c'est très bien pour structurer des grandes applications, mais ça prend du temps à démarrer. Avant de commencer à traiter une requête, on en a pour 8 millisecondes. Et donc on s'est dit, en découpant notre traitement sur plusieurs appels HTTP, on allait multiplier cet overhead. Aujourd'hui, nos appels font en moyenne 25 millisecondes. Ça veut dire que ça nous fait un surcoût de 25% de passer par Symfony. C'est quelque chose qu'on accepte, parce que ça nous apporte beaucoup d'autres choses. Et puis pour compenser les pertes en termes de performance, on va paralyser les appels. On a une bien meilleure visibilité en ayant maintenant des fonctions web services beaucoup plus simples, beaucoup plus petites. Donc on indexe tous nos logs d'accès, les erreurs sur Elasticsearch, Logstash, Kibana. Ça nous permet de pouvoir repérer très facilement les erreurs. S'il y a un composant qui est en erreur, on le détecte, on sait quelle route c'est. On a aussi un dashboard automatisé qui nous maintient sur toutes les routes qu'on a un temps de réponse moyen et un taux d'erreur. Comme ça, quand on fait un design sur une nouvelle fonctionnalité, on sait qu'on va devoir appeler telle fonction. On peut tout de suite anticiper le coût que ça va avoir, en combien de temps ça va répondre, et s'il sera fiable ou pas. Pour gérer l'alerting aussi, on a mis en place une route sur chaque microservice qui vient tester toutes les dépendances du microservice. Si j'ai par exemple un microservice qui a besoin de se connecter à un autre microservice, s'il a besoin de se connecter à une base ou faire d'autres actions, au moment où on appelle cette route de ping, il va tout tester et va remonter l'information à l'alerting. On surveille chaque microservice sur chaque serveur. S'il y a un problème de configuration, s'il y a un problème de réseau, on va le détecter tout de suite. La tolérance à la panne, ça c'est un point qui devient vraiment très important sur un design microservice. Supposez que vous faites un traitement sur votre couche d'exposition qui a besoin de 3 microservices. Mathématiquement, le taux de fiabilité de votre fonction ne peut pas être supérieur au produit des 3 taux de fiabilité. Plus vous allez vous appuyer de composants, plus vous avez un taux d'erreur important. Donc on va surveiller ça très attentivement chez Mythic. On a un objectif d'avoir les 5 nœuds sur chaque fonction microservice.
Au-delà, c'est difficile à atteindre parce qu'on peut avoir des problèmes réseau, on peut avoir des blocages de la base, des opérations de maintenance. Donc on aura du mal à aller au-delà. Donc si les microservices sont plus fiables que ça, tant mieux. S'ils sont en dessous, on va vraiment se focaliser sur la fonction. On va regarder tous les logs qui sont associés à cette route sur le microservice pour essayer d'améliorer ça. Et puis en externe, on va aussi se méfier. Tous les systèmes qui appellent cette route sur le microservice vont devoir implémenter un traitement de fallback. Qu'est-ce qu'on fait si jamais je n'ai pas la réponse sur le microservice? Par exemple, pour afficher une fiche profil sur Mythic, vous allez afficher le pseudonyme de la personne, sa photo et son statut pour savoir s'il est en ligne ou pas. Si je ne réussis pas à récupérer le statut en ligne, eh bien, je vais dire qu'elle est hors ligne, et puis je vais continuer avec mon traitement. Je vais loguer l'erreur et je vais continuer. Donc quand j'arrive à la conclusion, on a vu qu'on a vraiment aussi pu gagner sur la réutilisabilité de nos microservices. En 2015, Mythic a racheté Friendscout, qui était vraiment leader en Allemagne sur la rencontre. Et à ce moment-là, donc on a fusionné la base, mais aussi regardé ce qu'ils avaient comme programme. Ils avaient des microservices, donc on a regardé. Celui-là, eux, ils l'ont déjà développé, nous, on ne l'a pas encore. Celui-là, ils l'ont mieux fait que nous. Celui-là, ça ne nous intéresse pas trop. Donc là, on a intégré leurs microservices directement chez nous et on a gagné du temps. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait sur une application monolithique. On n'aurait pas osé le faire. Chez Mythic, on a aussi différentes applications. Il n'y a pas que Mythic. Il y a Mythic Affinité. C'est un autre concept sur une rencontre par affinité. Puis on teste en permanence des nouveaux concepts. Et dans ces cas-là, il y a certaines fonctionnalités qui sont communes. On réutilise nos microservices en réimplémentant juste la connexion à la base. Passer aussi en microservice avec isolation des données, c'est une super possibilité pour la donnée, pour la scalabilité. On va pouvoir du coup choisir la meilleure technologie de stockage pour chacun des microservices. Si une base de données orientée colonne convient mieux, on peut passer dessus plus facilement. Il n'y aura pas de problème de cohérence vis-à-vis de l'ensemble des microservices. Pour conclure, si on doit revenir sur ce choix, c'était un bon choix d'architecture. Déjà, utiliser Symfony, ça m'a permis de standardiser les microservices, de ne pas perdre de temps, de faciliter la relecture des autres microservices et le passage des développeurs de l'un à l'autre. Ça m'a permis de tenir jusqu'à 40 développeurs back-end sur le même environnement, sans se marcher sur les pieds. Ça nous a permis de réimplémenter toutes les fonctionnalités de manière claire. Et enfin, ça nous permet de répondre aux besoins du métier, qui est de pouvoir faire des refontes importantes des fonctionnalités, tester en permanence des nouvelles fonctionnalités, dans un temps réduit. Donc s'il fallait refaire ce choix, je pense qu'on reprendrait vraiment ce choix. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. Est-ce que vous avez un seul repository dans lequel vous mettez tous vos différents services, ou est-ce que vous avez décomposé ça en différents repositories? Et si tout est découpé, est-ce que vous partagez aussi des clients d'API pour pouvoir permettre à tous les différents services de communiquer entre eux? Oui, très bonne question. Donc tous nos microservices sont sur des dépôts différents. Comme ça, on gère comme ça les merge requests pour chacun, indépendamment les uns des autres, parce qu'il y a quand même 100, 200 merge requests en parallèle qui sont ouvertes. Ensuite, on a des composants, des packages qui sont réutilisés entre différents microservices. Tout ça, c'est découpé par fonctionnalité et on les réutilise en fixant des numéros de version. Merci. J'ai une petite question. Du fait d'avoir divisé en plein de bases de données, comment vous gérez s'il y a des incohérences? Parce que c'est vrai que quand on a une seule base, on a les clés étrangères qui nous disent attention, là ça va tout péter. Du fait que c'est séparé en plein de bases, si à un moment, pour une raison X ou Y, il y a une incohérence de données qui est créée, un utilisateur qui est supprimé dans une base, pas dans les autres, ça peut vite partir dans tous les sens et vous allez vous retrouver avec des données qui sont très difficiles à gérer. Est-ce que vous avez eu le cas et comment vous les gérez dans ce cas-là en fait? Comment vous avez pu gérer ce genre de cas? Alors, donc, comme on sépare les différents domaines fonctionnels, on ne peut pas mettre de clés étrangères entre les différents domaines fonctionnels. Chacun doit fonctionner indépendamment les uns des autres. Après, il y a un élément très important, c'est que nos microservices, c'est des web services privés. Donc, on va contrôler toutes les sources de données. Au début, on faisait des vérifications. Avant d'insérer un message en base, on allait vérifier que le numéro d'utilisateur existait bien.
Puis on s'est rendu compte au bout d'1 an d'exploitation que ce cas-là n'arrivait jamais dans les logs. Ça nous coûtait pas mal en performance, c'était long à implémenter, donc finalement on les a supprimés. On fait des contrôles de temps en temps de la base, on extrait des données, on contrôle par rapport aux autres, et dans ce cas-là on corrige. Mais ça arrive assez rarement. Bonjour. Comment est-ce que vous gérez les appels des microservices? Vous faites des appels HTTP? Est-ce que vous avez du cache? Est-ce que vous avez un proxy? On a 3 patterns qui sont en place. La plupart du temps, on va décorer nos services avec une couche de proxy cache. Ce qui va nous permettre d'éviter les appels à la base de données, d'éviter aussi une partie du traitement. Un cache qu'on va être capable d'invalider à chaque fois qu'il y a une écriture. Dans d'autres cas de figure, pour des données qui ne changent pas, où on n'a pas de problématique d'invalidation, comme un référentiel géographique ou du tracking, on va mettre du cache côté client. Au lieu de faire l'appel HTTP, là on va pareil mettre un proxy cache devant l'appel HTTP pour éviter cet appel. Ensuite, on essaye plus récemment d'utiliser du cache HTTP pour vraiment mettre en cache toute la réponse en utilisant des invalidations. Vous avez dit gérer en même temps les nouvelles fonctionnalités sur des microservices et continuer à proposer les anciennes fonctionnalités sur le monolithe. Comment est-ce que vous avez fait pour synchroniser les données entre les deux et continuer à proposer des fonctionnalités? Donc les nouvelles fonctionnalités sont tout de suite développées sur un nouveau microservice. Et je peux avoir par exemple les anciens front-end qui vont appeler ce microservice. Ensuite, on va faire des opérations de détachement. On va prendre toutes les requêtes qui concernent une fonctionnalité, tout le traitement métier, on va le réimplémenter sur le microservice. Pendant une certaine phase, ça va durer 2 semaines, 3 semaines, il y aura un double run, où à la fois j'aurai des clients qui travaillent dans le monolithe, des clients qui travaillent sur le microservice, on va passer tous les appelants. Une fois qu'on n'a plus du tout d'appels, plus de requêtes qui proviennent du monolithe, on peut supprimer tout le code et on a terminé notre détachement. On fait ça fonctionnalité par fonctionnalité. Oui, bonjour. J'avais une question sur l'API, la couche d'orchestration. Je me demandais si cette couche était identique selon vos produits, par exemple sur Mythic ou Mythic Affinity, si c'était la même API, la couche d'orchestration, ou si le métier différait. On a considéré que quand vous connectez, ce qu'on voulait, c'était pour un front-end, quand il se connecte à cette couche d'exposition, il puisse voir l'ensemble des fonctionnalités qui étaient disponibles pour un utilisateur final. Les fonctionnalités il y a une partie qui est commune, une partie qui est différente, donc on a fait le choix de refaire une nouvelle couche d'exposition pour Mythic Affinity, qui va s'appuyer sur les mêmes microservices, enfin certains microservices en commun, certains microservices différents, mais c'est une couche d'exposition différente. Une session d'une certaine couche d'exposition ne pourrait pas fonctionner sur l'autre produit, par exemple. Ok, merci. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée super intéressante. D'un point de vue purement organisationnel, excusez-moi, comment est-ce que vous gérez en fait les équipes de dev, donc avec le fait qu'il y ait ce grand nombre de microservices? Donc est-ce que vous avez une équipe qui travaille sur 4-5 microservices, une autre sur 4-5 aussi, ou plutôt est-ce que chaque équipe tourne un petit peu tous les sprints, toutes les 2-3 sprints, parce que c'était un petit peu la question que je me posais avec cette organisation, et que ça pouvait du coup provoquer des équipes qui connaissent une partie du produit mais qui seraient un peu perdues sur une autre. On est en phase de transition. Avant, on avait des équipes back-end pour chaque front-end. L'équipe qui avait développé le microservice portait la fonctionnalité sur un microservice, elle allait être responsable de sa maintenance. Maintenant, on change un peu d'organisation, on fait un essai en passant en feature team, en ayant des équipes de back-end qui vont avoir dans leur scope un ensemble de microservices. Bonjour, je voulais savoir comment vous réalisiez vos tests d'intégration entre les différents microservices, parce que vous les testez chacun de façon isolée.
et comment vous vous assuriez que chacun fonctionne bien les uns avec les autres pour réaliser la fonctionnalité donnée, quoi. Actuellement, donc, on fait des tests fonctionnels en BIAT sur la réponse HTTP. On essaye de faire aussi des tests sur Jetpack, où on teste directement l'interface du microservice. C'est beaucoup plus rapide à implémenter. Par contre, pour l'instant, des tests de cohérence, de compatibilité finalement globale entre les différents microservices, pour l'instant, c'est fait à la main. On doit encore travailler sur l'automatisation. Une autre petite question. Est-ce qu'il y a des librairies ou des outils open source de préférence que vous avez utilisés pour vous aider à orchestrer tous ces appels entre microservices? Pas vraiment. On s'appuie beaucoup sur Guzzle pour faire ces appels. C'était aussi la question que tu avais posée tout à l'heure sur est-ce qu'on allait utiliser des clients ou pas. Au début, on faisait ça. On faisait des packages. On avait le microservice et son client avec un package développé en PHP. On pouvait avoir toutes les appels, les entités qui étaient déjà présentes. Et puis on a eu des problèmes avec ce pattern-là parce qu'il y a des problèmes de compatibilité. Autant sur une interface HTTP, c'est facile de savoir si c'est rétrocompatible ou pas. Sur les règles de code, c'est moins évident. Vous n'avez pas à casser, par exemple en ajoutant un paramètre dans un constructeur, en changeant de namespace, en changeant certains paramètres, on a eu des problèmes de compatibilité, on a déjà cassé des choses. On essaye plutôt maintenant de faire que chaque microservice implémente via Guzzle ses requêtes. Oui, pour... Coucou. Vous avez mentionné qu'il y avait des fois des centaines de pull requests en même temps sur les différents repos. Comment vous faites pour gérer si un microservice a besoin de l'évolution d'un autre microservice dont les PR sont séparés, par exemple? Dans le cas où un microservice a besoin d'une fonctionnalité qui sera développée sur là, il faut ordonner les déploiements. La personne qui les développe va s'assurer qu'elles sont traitées dans l'ordre ou mettre juste des commentaires dans la merge request disant qu'on aura besoin de telle merge request sur tel microservice avant de le traiter. En attendant, on travaille sur une certaine branche plutôt que de travailler sur le master. Concernant l'architecture Docker que vous avez mis en place, vous avez dit que vous faisiez des appels curl en local. Comment ça se passe avec les différents services, containers Docker? Vous en avez plusieurs Apache Nginx pour gérer ça ou... Pour l'instant, on a une image Docker qui va contenir tous les microservices, qui va les faire tourner en interne pour avoir quelque chose qui est similaire à la production. Ils ne sont pas encore isolés, nos microservices, sur des conteneurs séparés. Oui, bonjour. Je voulais savoir quel était le type d'authentification que vous avez mis pour sécuriser vos API et la couche d'exposition. Donc là, on fonctionne uniquement en interne, c'est accessible uniquement en réseau local. Donc on va utiliser juste une simple couche authentification HTTP. Nous, notre objectif, c'est surtout de savoir qui fait ces appels, d'être capable du coup de comprendre s'il y a des appels qui sont incorrects. Mais ce n'est pas une approche forte de la sécurité. Bon. Si vous avez d'autres questions, je serai disponible toute la journée et puis demain aussi. Merci.